Bonjour, voici le deuxième diaporama sur la circulation du sang chez les animaux, où nous allons travailler sur l'activité électrique du cœur et expliquer donc l'origine de cette activité électrique et sa régulation, en complément donc de l'activité mécanique que nous avons étudiée précédemment. Donc je vous rappelle où se situe ce diaporama par rapport au plan du cours. Nous sommes ici dans la première partie structure et fonctionnement du cœur des mammifères, dans l'étude de l'activité électrique du cœur. La problématique est donc de savoir comment le myocyte, la cellule musculaire cardiaque, est capable de se contracter. On sait que pour qu'une cellule musculaire se contracte, ça c'est la physiologie de la cellule musculaire, elle doit au préalable émettre un potentiel d'action. C'est le potentiel d'action qui déclenche la contraction du myocyte. Donc le myocyte est une cellule qui est excitable, c'est-à-dire qui est capable d'émettre aussi un potentiel d'action. On peut donc se demander comment les myocytes cardiaques sont excités, c'est-à-dire comment ils émettent un potentiel d'action. Deux hypothèses s'offrent à nous. La première en se référant à ce que l'on connaît par exemple sur le réflexe myotatique et les cellules musculaires striées squelettiques attachées au squelette. Nous avons vu que lors du réflexe myotatique, la cellule musculaire, par exemple du muscle extenseur de la cheville, se contracte suite à la stimulation par un motoneurone. Donc un potentiel d'action est transmis le long du neurone, puis il y a transmission synaptique. Et la transmission synaptique va aboutir à l'émission d'un potentiel d'action dans le myocyte qui induira sa contraction. Ça, c'est la première hypothèse. Sauf que ici, donc, on avait vu que pour le réflexe myotatique, c'était le système nerveux moteur somatique qui intervenait, puisque c'était un muscle attaché au squelette, sauf qu'ici, ce serait un neurone du système nerveux périphérique moteur autonome, puisque le cœur est innervé par le système nerveux autonome. L'autre hypothèse serait que le myocyte est capable d'émettre des potentiels d'action tout seul, donc il serait auto-excitable. Et donc l'émission d'un potentiel d'action dans le myocyte sans neurones pourrait induire sa contraction et donc le raccourcissement de la cellule qui aboutirait au raccourcissement du muscle du myocarde. Pour trancher entre deux hypothèses, on peut faire référence à l'expérience 1 du document 6 qui vous est présenté ici. Dans cette expérience, un cœur de mammifère, en l'occurrence un chien, dont le rythme est d'à peu près 80 à 90 battements par minute au repos, est isolé en supprimant toutes les connexions nerveuses, mais en le perfusant avec du liquide physiologique à 38 degrés. On se rend compte que suite à cette suppression des connexions nerveuses, le cœur continue à battre, mais son rythme est accéléré vers 135-150 battements par minute. Donc, que prouve cette expérience? Cette expérience prouve que le cœur n'a pas besoin du système nerveux pour se contracter. Il est doué, on dit, d'automatisme, il se contracte seul. Donc, le système nerveux n'est pas nécessaire pour stimuler la contraction du cœur. Par contre, le cœur accélère lorsque l'on supprime les connexions nerveuses. Donc, ça veut dire que le système nerveux est nécessaire pour ralentir les battements du cœur dans l'organisme. Donc, il régule l'activité du cœur sans pour autant être nécessaire à sa stimulation. Donc, contrairement au muscle squelettique, qui a besoin d'un nerf pour se contracter, le muscle cardiaque est un muscle automatique. Et donc ça, c'est vraiment une propriété essentielle du cœur. Quelle est l'origine de l'automatisme cardiaque? Alors, si l'on fait des coupes transversales du myocarde, on peut observer des cellules particulières qui sont modifiées, qui sont non contractiles, qu'on appelle les cellules cardionectrices, qui vont être mélangées avec les myocytes. Ces cellules cardionectrices sont non contractiles et sont regroupées en noyaux qu'on appelle des nœuds ou des faisceaux ou des réseaux. Donc il y a 4 nœuds que l'on peut identifier sur le cœur humain. Donc le premier nœud, c'est le nœud sinusal qui se trouve dans la paroi de l'oreillette droite. Ensuite, il y a le nœud auriculo-ventriculaire qui est à la jonction entre l'oreillette droite et le ventricule droit au niveau de la paroi également. Ensuite, on trouve des cellules cardionectrices en faisceau, qui vont faire un faisceau conducteur, une ligne de cellules qu'on appelle le faisceau de His. Le faisceau de His va se prolonger par le réseau de Purkinje qu'on va trouver dans la paroi des deux ventricules. Alors ces cellules, si on enregistre leur activité électrique avec une électrode intracellulaire et extracellulaire comme pour enregistrer l'activité d'un neurone, on est capable de voir qu'elles émettent spontanément des potentiels d'action qui donc induisent la contraction et qui donc se propagent dans les myocytes contractiles voisins grâce aux gap-jonctions. Et quand ils vont être dans les contractiles, ils vont induire la contraction de la cellule musculaire.
Il est possible, par une autre expérience, d'étudier plus précisément le rôle du nœud sinusal qui est situé donc dans la paroi de l'oreillette droite. Donc sur le même cœur qui a été dénervé et perfusé de chien que l'on a étudié tout à l'heure, on va détruire le nœud sinusal situé dans la paroi. Et on observe à ce moment-là que les oreillettes et les ventricules, les deux, cessent de battre pendant un petit moment. Puis les 4 cavités vont reprendre peu à peu leur contraction et vont battre simultanément mais avec un rythme ralenti. Alors que prouve cette expérience? Alors cette expérience, elle prouve que le nœud sinusal, il est initialement responsable de l'automatisme cardiaque puisque quand on va le détruire, l'automatisme cardiaque va être interrompu. Donc ces cellules vont émettre des potentiels d'action de manière spontanée et ces potentiels d'action vont se propager dans les myocytes des oreillettes et des ventricules et induire la contraction. Cependant, donc si on détruit ce tissu nodal, les autres structures vont, après un certain temps d'adaptation, prendre le relais et vont être aussi capables d'émettre des potentiels d'action qui vont permettre d'être propagés dans les myocytes et de contracter les myocytes, mais la fréquence d'émission des potentiels d'action et donc des battements, puisque à chaque PA on a un battement, va être plus faible. Dans la physiologie normale du cœur, c'est le nœud sinusal qui fonctionne et qui impose son rythme à tout le reste du cœur, notamment aux autres structures du tissu nodal. On dit que c'est un pacemaker, donc il impose le rythme. Il impose un rythme rapide d'émission des potentiels d'action. Et donc vous avez tous entendu parler des personnes qui étaient en insuffisance cardiaque, à qui on peut imposer donc, un rythme grâce à des pacemakers artificiels que l'on va implanter dans leur cœur et qui va se substituer en fait au tissu nodal qui peut être défaillant pour imposer un rythme plus rapide de battement du cœur. Alors pour mieux comprendre le fonctionnement du cœur, je vous propose de regarder d'abord cette petite vidéo qui provient d'un site de vulgarisation scientifique. Ensuite, donc il faut bien comprendre qu'il y a 2 types de cellules. Les cellules du tissu nodal qui contiennent des cellules cardionatrices qui sont capables d'émettre des potentiels d'action, et ensuite les myocytes qui, eux, sont capables de se contracter uniquement en réponse à l'arrivée des potentiels d'action qui proviennent du tissu nodal. Donc les myocytes, on peut les voir un peu comme des wagons qui n'ont pas de force motrice propre, alors que les cellules du tissu nodal ont leur propre activité de déplacement, sont donc des locomotives. Donc, si l'on regarde au niveau anatomique, donc les nœuds sinusales et les nœuds auriculo-ventriculaires sont capables de transmettre leur potentiel d'action aux myocytes des oreillettes. Le faisceau de His et le réseau du Purkinje sont les réseaux qui vont assurer la propagation des potentiels d'action vers le myocyte des ventricules. On peut donc représenter le cœur comme un petit train où il y aurait 2 locomotives qui drainent les myocytes des oreillettes qui sont les wagons et 2 autres locomotives qui sont reliées à ces premières qui tirent les myocytes des ventricules. Le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire sont tous les deux des locomotives, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux capables d'émettre des potentiels d'action avec une fréquence qui leur est propre. Le nœud sinusal a une fréquence de potentiel d'action plus élevée que le nœud auriculo-ventriculaire. Le nœud auriculo-ventriculaire, s'il était seul, émettrait que 100 PA par minute. Mais comme il est relié au nœud sinusal, il va émettre des potentiels d'action 135 fois par minute. Donc c'est comme les locomotives. Si vous avez une locomotive qui est capable de rouler au maximum à 50 km/h quand elle est toute seule, mais si vous mettez un câble qui la relie à une autre locomotive qui va plus vite, alors elle va être capable de suivre le rythme de la première locomotive. Et bien c'est exactement ce qui se passe dans le cœur. Donc tout le cœur est finalement tiré par le nœud sinusal qui est la première locomotive et roule à 70 km/h ou en potentiel d'action. Il y a 135 PA qui sont émis par minute et comme 1 PA égale 1 battement, ça fait 135 battements par minute. Par contre, si vous détruisez le nœud sinusal, alors la locomotive qui se retrouve en tête de wagon, c'est le nœud auriculo-ventriculaire qui va plus doucement. Donc ça veut dire que les myocytes des oreillettes vont émettre des potentiels d'action 100 fois par minute, donc vont battre 100 fois par minute. Et cette influence va être transmise jusqu'aux myocytes des ventricules puisque tout est relié. Si l'on revient à un fonctionnement plus physiologique, indépendamment de la modélisation, voici comment se propage le potentiel d'action dans le cœur, ce qui aboutit à la contraction de l'oreillette et du ventricule. Donc tout d'abord, le potentiel d'action naît dans le nœud sinusal, en vert, en 1. Donc le potentiel d'action est émis de manière spontanée par les cellules cardionéctrices du tissu nodal au niveau du nœud sinusal, à une fréquence d'environ 135 PA par minute.
Ensuite, ce potentiel d'action va se transmettre non pas dans le creux du cœur, mais dans la paroi du cœur au niveau des oreillettes, jusqu'au myocyte des oreillettes. Et cette transmission va se faire par les gap-jonctions et va permettre d'induire la contraction de l'oreillette droite et de l'oreillette gauche. Le potentiel d'action arrive au nœud auriculo-ventriculaire qui lui bat à son propre rythme et du coup il aurait tendance à en émettre à une fréquence plus faible. Donc là ça va permettre d'augmenter la fréquence d'émission des potentiels d'action du nœud auriculo-ventriculaire. Le potentiel d'action va être émis à la même fréquence que le nœud sinusal. Ensuite, le potentiel d'action va se transmettre dans le faisceau de His qui est situé dans la paroi entre les deux ventricules, droit et gauche. Puis le faisceau de His va être en communication avec le réseau du Purkinje qui va donc propager les potentiels d'action dans le myocarde ventriculaire. Et là, les myocytes sont reliés avec le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Et donc, il va y avoir une contraction des ventricules droit et gauche après émission des potentiels d'action dans ces myocytes. Pour enregistrer cette propagation des potentiels d'action le long du cœur, il est possible d'utiliser un enregistrement proche de celui qu'on a utilisé pour enregistrer l'activité d'un neurone. On place 2 électrodes de part et d'autre de la membrane des cellules cardionéctrices ou des myocytes et on enregistre l'activité électrique d'émission des potentiels d'action dans les différentes cellules au cours du temps. Donc si on place à 0 le temps d'émission de potentiel d'action dans les cellules du tissu nodal, on voit que le potentiel d'action est d'abord émis dans le myocarde auriculaire, c'est-à-dire dans les myocytes des oreillettes. Ensuite, il arrive quelques millisecondes après dans le nœud auriculo-ventriculaire, puis dans le tissu du faisceau de His, puis du réseau de Purkinje, et enfin dans le ventricule. Donc entre l'émission du potentiel d'action dans le tissu nodal et l'émission de potentiel d'action dans le myocarde ventriculaire, il s'écoule à peu près 150 millisecondes. Reste à savoir maintenant comment les cellules du tissu nodal sont capables d'émettre spontanément des potentiels d'action, puisque nous avons vu par exemple que pour le neurone, il fallait soit stimuler un récepteur sensoriel, soit stimuler avec des électrostimulatrices, soit qu'une synapse soit mise en jeu pour qu'un potentiel d'action soit émis. Donc je vous rappelle qu'un potentiel d'action est déclenché si le seuil d'activation des canaux Na+ voltage dépendant est dépassé, donc il faut atteindre à peu près moins 40 mV de potentiel de membrane. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré le potentiel de membrane d'une cellule du nœud sinusal en fonction du temps. Et donc vous pouvez voir que donc, la cellule émet des potentiels d'action de manière régulière parce que son potentiel de repos déjà est plus élevé que la normale. Il est de moins 60 mV au lieu de moins 70. Et ensuite on peut observer que la cellule se dépolarise pendant la phase 1 de manière spontanée pour atteindre le seuil d'émission de potentiel d'action, donc de moins 40 mV. Ensuite on a la dépolarisation, la repolarisation et dès que ça arrive au potentiel de repos, ça reprend une phase de dépolarisation spontanée. Alors cette dépolarisation lente et spontanée, c'est ce qu'on appelle le potentiel de pacemaker. Et en fait, ces cellules, elles possèdent des canaux de fuite au Na+, qui laissent entrer le Na+, à l'intérieur de la cellule de manière spontanée, puisque le Na+, est plus concentré à l'extérieur de la cellule qu'à l'intérieur. Donc ce sont des canaux qu'on appelle hyphenies. Et donc le Na+, va rentrer, ce qui va permettre de dépolariser légèrement la membrane de moins 60 à moins 40 mV. Et donc les canaux Na+, cette fois-ci voltage dépendants, qui sont d'autres canaux différents des canaux hyphenies, et bien ces canaux vont s'ouvrir pour émettre un potentiel d'action exactement pareil que ce qu'on a vu pour un neurone. Donc pour résumer, l'origine de l'émission spontanée des potentiels d'action vient en fait d'un potentiel de repos instable des cellules du tissu nodal, qui est causé par l'entrée spontanée de Na+, par des canaux de fuite qui sont ouverts dès moins 70 mV. Donc ces canaux de fuite vont faire rentrer du Na+, qui va permettre de dépolariser la cellule. Et donc seule la cellule va être capable de dépasser son seuil d'émission de potentiel d'action et émettra des potentiels d'action à un rythme, à une fréquence qui lui est propre. Donc en plus, les cellules possèdent les canaux voltage dépendants qui sont responsables du potentiel d'action et qui vont donc être stimulés suite au dépassement du seuil d'émission de potentiel d'action. Même si le système nerveux n'est pas nécessaire pour stimuler la contraction du cœur, le système nerveux permet de réguler la vitesse de battement du cœur, donc d'émission de potentiel d'action par les cellules du tissu nodal. Donc je vous rappelle ce que nous avons fait dans le TD de rappel de biologie, notamment sur la physiologie du lycée. Nous avons vu que le cœur est innervé par 2 nerfs cardiaques, le nerf parasympathique en C et le nerf orthosympathique en D, qui sont des nerfs de la subdivision autonome du système nerveux moteur.
Donc si l'on stimule les bouts périphériques, donc au contact du cœur, du nerf parasympathique, on constate qu'il y a une diminution de la fréquence cardiaque. Donc le nerf parasympathique est cardiomodérateur, alors que si l'on stimule le nerf orthosympathique du côté du cœur, on constate qu'il y a une accélération du rythme cardiaque. Donc le système nerveux sympathique ou orthosympathique, c'est la même chose, est cardio-accélérateur. Il est possible de voir cette influence des systèmes nerveux parasympathiques et orthosympathiques sur la fréquence d'émission des potentiels d'action par le nœud sinusal. Donc vous avez la courbe d'enregistrement du potentiel de membrane d'une cellule du nœud sinusal en fonction du temps. Donc la courbe du témoin est représentée en rose. Ensuite, on peut stimuler soit le nerf orthosympathique, c'est la courbe verte, soit stimuler le nerf parasympathique, c'est la courbe marron. Vous constatez que dans les conditions témoins, dans la durée d'enregistrement, on enregistre 2 potentiels d'action dans la cellule du nœud sinusal. Par contre, si l'on stimule le système orthosympathique, on constate qu'il y a 3 potentiels d'action qui sont enregistrés dans la même durée. Donc ça a augmenté la fréquence de potentiels d'action. Alors ça, c'est lié au fait que le système orthosympathique va accélérer la vitesse de dépolarisation du courant de pacemaker. La pente de la courbe est plus importante. Lorsque l'on stimule le système parasympathique, on constate au contraire qu'il n'y a qu'un seul PA enregistré dans la durée d'enregistrement, donc ça veut dire qu'il y a une diminution de la fréquence cardiaque. Alors cet effet est causé par 2 phénomènes. D'une part, le système parasympathique va diminuer le potentiel de repos de la cellule, qui va passer à moins 80 mV, ce qui fait qu'il va falloir plus de temps pour atteindre le seuil d'émission de potentiel d'action. Et ensuite, cette vitesse de dépolarisation sera plus lente. Donc pour résumer, le système nerveux moteur autonome parasympathique va ralentir la fréquence d'émission de potentiel d'action, donc il va ralentir la fréquence cardiaque, notamment donc en abaissant le potentiel de membrane et en ralentissant la vitesse de dépolarisation. Donc c'est un nerf qui est actif au repos et qui va permettre de maintenir une fréquence cardiaque plus faible que la fréquence autonome du cœur. Le cœur battrait à 135 battements par minute dans les conditions isolées. Si par exemple vous avez un accident et qu'on prélève le cœur en post-mortem, le cœur va battre plus vite que dans les conditions dans l'organisme. Et donc au repos, le système parasympathique fonctionne en permanence pour ralentir cette fréquence automatique du cœur. Par contre, on a un autre nerf qui est le nerf orthosympathique qui est capable d'accélérer cette fréquence de potentiel d'action, donc d'augmenter la fréquence de battement du cœur. Et ce système va notamment être mis en jeu lors d'un exercice physique pour augmenter la fréquence cardiaque ou lors d'un stress. Physiologiquement, ces nerfs interviennent également dans la régulation de la pression artérielle. Donc lorsque vous avez une augmentation de la pression artérielle, des capteurs émetteurs qui sont localisés dans la paroi des vaisseaux sanguins, notamment les barorécepteurs du sinus carotidien et les barorécepteurs de l'aorte, vont détecter cette augmentation de la pression. Ils sont reliés à des nerfs sensoriels qui sont les nerfs de Hering et les nerfs de Sion qui partent de l'aorte vers le bulbe rachidien. Et la fréquence de potentiel d'action le long des axones de ces nerfs est augmentée. Le bulbe rachidien va intégrer ces signaux, ce qui va permettre de stimuler le nerf parasympathique puisqu'on aura une augmentation de la fréquence de potentiel d'action dans les neurones du nerf parasympathique et également de diminuer la fréquence de potentiel d'action dans le nerf orthosympathique ou sympathique tout court. Donc à terme, le cœur va donc être ralenti et si on diminue la fréquence cardiaque, cela va permettre de diminuer la pression artérielle et donc de revenir à une valeur de consigne. Pour terminer ce diaporama, je voudrais revenir sur le couplage excitation-contraction dans les myocytes. Depuis le début du diaporama, je vous dis qu'un potentiel d'action est capable d'induire la contraction de la cellule musculaire. Comment cela fonctionne-t-il ? Donc les potentiels d'action rentrent dans les cellules grâce aux gap junctions qui vont permettre les flux d'ions Na+, qui sont nécessaires à la propagation de proche en proche des potentiels d'action. Ces potentiels d'action vont se transmettre le long de la membrane plasmique du myocyte, donc de la cellule musculaire. Et le myocyte contient des canaux calciques voltage dépendants qui vont s'ouvrir en réponse à l'arrivée d'un potentiel d'action. Ces canaux calciques font rentrer du calcium à l'intérieur de la cellule. Ça doit vous faire penser un petit peu à la transmission synaptique.
Et le calcium, c'est l'activateur de la liaison du cytosquelette, donc de la liaison actine-myosine qui est nécessaire à la contraction de la cellule. Donc le potentiel d'action est émis dans la cellule musculaire, il induit une entrée de calcium dans la cellule et c'est ce qui active sa contraction. Donc vous voyez qu'on pourrait faire un sujet sur le calcium dans la communication intercellulaire puisque le calcium, il servait à la transmission synaptique et là, il sert à induire la contraction musculaire, ce que nous ne verrons pas en détail ici. Une idée qui est très importante à retenir est que le cœur est formé de deux types de cellules. Les cellules cardionnectrices qui sont à l'origine des potentiels d'action, donc j'ai assimilé à des locomotives, et les myocytes cardiaques qui vont se contracter en réponse aux potentiels d'action des cellules cardionnectrices qui sont donc les wagons. Donc sur des coupes de la paroi du cœur, on peut distinguer ces deux types de cellules. Les myocytes sont roses, alors que les cellules cardionnectrices, plus proches de la paroi du cœur, sont plutôt plus claires. Et donc elles n'ont pas de propriétés contractiles, par contre elles possèdent les canaux qui permettent d'émettre des potentiels d'action de manière spontanée. Donc vraiment ne faites pas la confusion entre ces deux types de cellules qui sont pourtant mélangées dans le myocarde. Ce diaporama est terminé, je vous laisse avec quelques quiz pour vous tester. À bientôt et merci.